Donc voilà, nous revoilà pour ce récap de cet épisode 10. On va ouvrir notre dossier Wikileaks. Vous allez voir, vous allez être sûrement surpris. Pas forcément si vous étiez abonné sur mon compte en 2020, mon compte Twitter. J'ai regardé les archives. J'avais fait déjà un tweet sur ce sujet-là, mais donc je vais encore vous raconter une histoire. Hein. C'est pas le père Castor, mais on n'est pas loin. Une histoire qui va vous étonner au sujet de Wikileaks, Donald Trump et Julian Assange. Julian Assange qui, vous le savez, hein, c'est impossible de rater l'information, même si aux États-Unis les informations sont principalement consacrées au débat, un débat que nous vivrons demain en direct à partir de 16 heures heure du Québec, 1 heure du matin en France. En France, c'est lié à l'actualité tourne autour évidemment des élections législatives. Il y avait le débat justement hier, en parlant de débat, il y avait le débat du premier tour hier sur TF1, un débat que j'ai suivi, comme je l'ai écrit sur Twitter. J'ai été étonné du nombre de parallèles à faire avec la politique de la politique américaine et de la stratégie Donald Trump. C'est quelque chose dont on vous parlera sûrement samedi avec Maître Eolas pour Sentinelle à 9 heures le matin, heure française, 9 heures le matin, heure française, sur notre chaîne YouTube. Sentinelle, on parlera aussi du RN, on va parler du scrutin, le premier tour aura lieu le lendemain. Et donc, malgré cette actualité, tout le monde, évidemment, hier a parlé de la libération de Julian Assange. On a d'ailleurs des images, on va regarder ces images de la libération de Assange qui venait de signer son plea deal. On va en reparler dans quelques secondes, donc son accord de collaboration, pas de collaboration, mais son admission de culpabilité aux yeux du gouvernement américain. On va voir cette première vidéo, à tout de suite. Non, c'est pas ça. Ah, on a un petit problème avec la vidéo. Making their way, all the folks here he is, ladies and gentlemen. Julian Assange. How does it feel to be a free man, Mr. Assange? Congratulations! How do you feel about the sentence, sir? Quick comment about the sentence. Okay, what's your message to the press? Message to journalists around the world today, Mr. Assange. Your message to We think justice is served today. Keep moving. Can I give you one shirt? Sister, can I give you one of our shirts, please? Please. What do you say to those who still think you're a hero, Mr. Assange? Can I give you one of our Out the way. Don't stop. What do you think of that man's beard? How many in this one? Sandy, could you wave that, please? Get in there. Guys, move back. Move back. Step back a little bit. Move back. I got you. Good. Mr. Sandy, I'll be the rear car, and I'll go with you to the tournament. Voilà, après plusieurs années d'incarcération à Londres, Julian Assange est libre. Il rentrait chez lui en Australie. Il est libre après avoir donc accepté ce plea deal du gouvernement américain qui garantit la fin des poursuites du gouvernement américain et donc les demandes d'extradition de Assange aux États-Unis. Donc on va voir le plea deal de Assange. Donc voilà le document. Defendant and co-conspirator, Julian Paul Assange. Donc on continue là-dessus. Et donc on voit qu'il a été chargé dans le cadre, il était inculpé et il a reconnu sa culpabilité et s'est par exemple engagé que les fameux documents qui étaient à la source de ces problèmes juridiques soient enlevés des serveurs de Wikileaks. Donc il a reconnu dans le cadre de l'Espionnage Act sa culpabilité pour une conspiration pour obtenir et rendre publiques des informations de défense nationale. Je vous rappelle que c'était des images
l'utilisation de drones et entre autres sur des cibles civiles en Afghanistan. Donc ça, c'était un point important. Il a pu donc repartir en Australie. Et donc, ce qui m'a intéressé, et c'est parti d'un tweet de Tristan Mendes France, dont je vous invite à suivre le compte, qui est un de nos spécialistes français de la dénonciation anti-complot, etc., qui a posté ces illustrations. On va les regarder, qui sont les comptes qui ont parlé le plus. On va commencer par les comptes français qui ont parlé le plus de la libération de Assange. On se rend compte que ça se divise en deux parties. Hein, je trouve que c'est assez intéressant. On trouve des comptes liés à la gauche française, Mélenchon, Branco et Manuel Bompard, et puis des comptes qui sont des réseaux conspirationnistes, des éco-complotistes. Il y a Silvano Trotta, il y a Florent Philippot. Donc voilà, donc c'est en tout cas les comptes qui ont parlé, ce sont des chiffres qui ont parlé le plus et qui ont le plus eu d'effet sur le partage de cette information sur Twitter. Donc des comptes de la gauche et des comptes complotistes. Les comptes complotistes qu'on va aussi retrouver du côté des États-Unis, mais il y a une autre différence. Donc on retrouve ces comptes complotistes, entre autres celui de Robert F. Kennedy, mais aussi celui de Greg, celui de Dom Lucre, mais au-delà de ça, les comptes qui ont parlé le plus, hein, c'est un gros contraste avec la France, c'est intéressant, ce sont les comptes de la droite américaine. La libération de Assange a été fêtée, célébrée, et c'est pas un jugement de valeur sur s'il fallait la célébrer ou pas, hein, je vous donne juste des informations factuelles, a été célébrée principalement au-delà des comptes complotistes, par des pro-MAGA. Vous voyez que le premier, on va voir un de ses tweets, par exemple, c'est un des candidats déchus à l'investiture républicaine, mais qui est sur la liste, des possible VP de Donald Trump, c'est Vivek Ramaswamy, et donc Vivek et lui se réjouit de la libération de Julian Assange, attaque l'administration Biden et Obama en expliquant que si justement Chelsea Manning, qui était à l'origine de la fuite, c'est elle qui a passé les documents à Wikileaks et à Assange, qui a passé les vidéos. Si elle, justement, a été libérée avant Assange, c'est parce que c'est une transgendre, et que donc c'était pour remercier quelqu'un de cette communauté-là. C'est la position, évidemment, de Ramaswamy, et je vous la partage telle qu'elle est, sans jugement de valeur à ce niveau-là. Il y a eu une autre personnalité MAGA, qu'on n'attendait pas, puis finalement on va comprendre pourquoi, qui est venue se féliciter devant les médias de la libération de Julian Assange. Donc d'un côté en France, on vient de le voir, vous avez des personnalités comme Jean-Luc Mélenchon ou Bompard, et aux États-Unis, c'est Marjorie Taylor Greene, qui est allée voir les médias pour se féliciter au nom de la vérité et de la liberté de la presse de la libération de Julian Assange. C'est parti. Congresswoman, thank you for joining us. How would you frame today? Is this a victory for Julian Assange? I think it's a victory for free press, and I think it's a victory for truth. Many people followed his story closely for years and years, and I, for one, as an American, think it's appalling that he was arrested and held for so long. What he did was to reveal the truth about our government in particular,
which I think needed to be exposed. And that's why many people see him as a hero. They see him as a true journalist. I think there can be a comparison made between a lot of the controlled media here in the United States. New York Times, for example, they release government information all the time, but it's only the information that the government willingly leaks. Alors bien entendu, Marjorie Taylor Greene se félicite de la libération de Assange en expliquant que c'est un héros pour la vérité, ce qui lui permet, elle, donc c'est pas les transgenres qu'elle va attaquer, c'est les fake news, les médias, en expliquant que, au contraire, des journaux comme le New York Times sont juste des relais de la vérité officielle, et que c'est bien. Donc il y a aussi ce côté complotiste de faites vos recherches, la vérité est ailleurs, qui est mis en avant. Mais il y a aussi une autre raison qui fait que du côté du camp de Donald Trump, des pro-Trump, on est pro-Wikileaks et pro-Julian Assange. Je vous raconte ça dans quelques secondes. À tout de suite. Ouais, Thomas me signale qu'il y a une lumière derrière moi qui est en fin de vie, qu'il va falloir donc remplacer. Désolé si ça bouge. En tout cas, ben voilà, du coup, c'est la transition parfaite. Merci à celles et ceux qui contribuent à la chaîne. Ben voilà, c'est exactement ce que dit Marie pour acheter une ampoule. Ben merci beaucoup. Merci aussi à Thierry, modeste participation, pour le nouveau spot pour le débat de demain. Je sais pas si on l'aura à temps, mais on va le commander tout de suite. On va essayer de remplacer ça. En tout cas, désolé si ça s'éteint derrière moi. Ne vous inquiétez pas, c'est juste que elle leur a mené une belle vie et que donc on doit passer à autre chose. On va retourner à Wikileaks et on va retourner en 2016. Pour comprendre, il y a plusieurs raisons, pour comprendre pourquoi aujourd'hui l'extrême droite américaine se range derrière Wikileaks, derrière Julian Assange, ce qui peut paraître complètement fou, parce que pendant très longtemps, la droite américaine a été non seulement le parti du droit et de l'ordre, et donc le parti pro-patriotique, et donc pourrait au contraire expliquer que c'est un scandale que Julian Assange ne soit pas plus poursuivi que ça, après avoir partagé des secrets nationaux, d'accord ? Là, c'est le contraire, on célèbre sa libération, on le met en avant comme un héros de la vérité. Et donc, pour comprendre ça, il faut retourner en septembre 2016. Septembre 2016, vous l'avez compris, c'est 2 mois avant l'élection présidentielle. Et on va aller précisément le 20 septembre 2016. Le 20 septembre 2016, et je vais vous parler de Don Jr., le fils de Donald Trump, Don Jr., qui en septembre 2016 est au cœur de la campagne de son père. Il fait partie de l'état-major de campagne qui se réunit, on l'a découvert, on l'a redécouvert lors du procès pénal de New York, qui se réunit tous les jours à la Trump Tower pour décider de la stratégie électorale, préparer les débats, gérer les crises, attaquer Hillary Clinton. Et donc, le 20 septembre 2016, Don Jr. reçoit un DM sur Twitter du compte officiel de Wikileaks. C'est une démarche officielle de Wikileaks via DM à Don Jr. et c'est le début d'une relation secrète
entre l'équipe de Donald Trump et l'équipe de Julian Assange, Wikileaks. Et donc on va voir ce premier DM. Et ce qui est intéressant, c'est que ce premier DM, c'est de prévenir la campagne Trump qu'il y a un site internet qui se prépare, anti-Trump, qui s'appelle putintrump.org, et que dans ce site, qui n'est pas encore sorti, mais qu'il va sortir, il va y avoir des informations qui seront présentées démontrant les relations entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Et non seulement Wikileaks informe Don Jr. dans la campagne Trump que ce site va exister, mais explique, on a le mot de passe, et il donne le mot de passe le mot de passe qui n'était pas très très recherché, pour un site qui s'appelle putintrump.org, le mot de passe c'était putintrump, et donc de dire voilà, on a le mot de passe, allez le voir, et voir si ça vous intéresse. Donc la réponse de Don Jr. Donc nous sommes le premier message est envoyé le 20 septembre. Le lendemain, Don Jr. répond à Wikileaks en expliquant qu'il ne sait pas de qui est derrière ce site-là, mais qu'il va aller demander. Cette journée du 21 septembre est importante parce que c'est le début d'une communication entre Don Jr. et Wikileaks, dont on n'a que certains éléments suite à une enquête faite par le Congrès. On n'a que certains éléments parce que ce sont ces éléments de DM que Don Jr. à un moment a été obligé aussi de partager pour éviter que le scandale se fasse. On n'a pas eu accès, comme par exemple le procureur Smith a eu accès au brouillon utilisé fait par le compte de Donald Trump autour du 6 janvier. Là, on a simplement cette vision-là, et des fois, c'est imparfait parce que on a une question ou on a une demande qui est faite et il n'y a pas forcément de réponse avec. On ne sait pas si notre média a été utilisé, une plateforme plus discrète que les DM sur X, s'il y a eu un partage par téléphone. Donc, on a une vision partielle de cet échange. Mais cet échange existe, et pourquoi le 21 septembre est important ? Parce que on sait, grâce à une série de témoignages et de documents, que le 21 septembre, Don Jr. va, avant d'écrire cette réponse-là, va informer le reste de la campagne que désormais il est en contact avec Wikileaks. Le reste de la campagne, c'est Hope Hicks, dont on a vu le rôle important qu'elle a joué dans la condamnation de Donald Trump. C'est Kellyanne Conway, qui est aujourd'hui encore en charge de la campagne de Donald Trump. C'est Jared Kushner, le mari de Ivanka, donc le gendre de Donald Trump, et c'est Steve Bannon. Et donc, ces gens-là savent que, à partir du 20 septembre, il y a une communication secrète entre Don Jr., le fils de Donald Trump, et Wikileaks. Ce qui leur permet de retourner vers Wikileaks. Vous savez pourquoi Wikileaks joue un rôle extrêmement important ? Parce qu'ils ont annoncé leur volonté de ne pas voir Hillary Clinton comme future présidente des États-Unis. Il y a toutes les rumeurs autour des emails de Hillary Clinton, de serveurs, etc., qui est l'arme principale utilisée par Donald Trump pour contrer Hillary Clinton. Donc c'est important. Et on voit que cette connexion entre Wikileaks et
et l'équipe de Trump est utilisée par Don Jr., qui, au début du mois d'octobre, le 3 octobre 2007, donc nous sommes un mois et quelques jours avant la campagne, va contacter Wikileaks de son côté, en disant, donc c'est le deuxième message, en disant qu'est-ce qu'il y a derrière ce leak qui est prévu, donc cette fuite qui est prévue mercredi, dont je viens d'entendre parler. Le mercredi, quelques jours plus tard, doit être publié le plus gros partage de documents, la plus grosse cache de documents de Wikileaks contre Hillary Clinton. Ce sont les emails piratés par des hackers travaillant pour le gouvernement russe de John Podesta, qui est le directeur de la campagne d'Hillary Clinton. Et donc, 4 jours avant la publication de ces informations compromettantes contre Hillary Clinton, en tout cas présentées compromettantes par Hillary Clinton, 4 jours avant la publication, je le rappelle, c'est un point important, de emails piratés par des hackers liés au gouvernement russe, Don Jr. demande à Wikipédia qu'est-ce que vous allez sortir. Il n'y a pas de réponse de Wikipédia. Comme je vous l'ai dit, c'est un document partiel, peut-être il y en a eu autrement. Ce que l'on sait, c'est que le 12 octobre, donc quelques jours après, le 7, les documents ont été publiés, le 12, Wikipédia renvoie un message, et ce message-là est extrêmement important, renvoie un message à Don Jr. On va voir ce message-là. Hey Donald, c'est pas Donald Trump, hein, c'est Don Jr. C'est vraiment très, très très bien de voir, parce que Donald Trump, évidemment, n'arrête pas dans sa campagne et sur Twitter de parler de ces documents-là. Donc, Wikileaks partage un lien simplifié avec la campagne Trump en disant, voilà, vous devriez partager ce lien, il est plus pratique, c'est plus rapide, c'est la base de données de tous nos documents, ce qui permettra à vos supporters de venir vérifier tout le contenu. Et j'attire votre attention sur le point, la dernière phrase, le dernier paragraphe. Il dit, il y a plein, donc Wikileaks, Julian Assange, écrit à Don Jr. que dans cette base de données, il y a plein d'histoires que les médias sont en train de rater. Pourquoi c'est important ? Parce que 15 minutes après la réception de ce message de Wikileaks expliquant que les médias sont en train de rater toutes ces histoires, Donald Trump, pas Junior, Donald Trump lui-même publie ce tweet. Et donc, ce tweet du 12 octobre a ses dizaines de millions de followers. C'est Donald Trump qui met en avant que les médias, qui sont forcément malhonnêtes, ne se font pas l'écho de toutes les informations. Donc les médias sont en train de rater toutes les informations qui ont été mises en avant par Wikileaks. 15 minutes après que Wikileaks ait envoyé un DM à Don Jr. en se plaignant que les médias rataient l'essentiel des histoires qui étaient dans la cache d'email de John Podesta, 15 minutes après, Donald Trump reprend ces arguments-là dans un tweet. 15 minutes. 4 jours après, c'est Don Jr. qui revient sur ce document-là, et lui, il va aller plus loin, il va partager le fameux lien que lui a envoyé
Wikileaks. Le lien de sa base de données que les supporters Trump vont pouvoir aller éplucher. C'est un moment extrêmement, extrêmement important. C'est la dernière fois qu'il y a un échange écrit entre Don Junior et Wikileaks. À mesure que l'on s'approche de l'élection, peut-être par prudence, ou peut-être parce que tout ça ne l'intéresse pas, même si 15 minutes après, Donald Trump a repris les arguments de Wikileaks, Don Junior ne répond plus, en tout cas pas sur Twitter, en tout cas pas par DM, aux messages envoyés par Wikileaks. Les messages, on va les voir, vont continuer le soir même de l'élection. Le wow, c'est le message, c'est le 9 novembre, c'est le message lorsque la victoire de Donald Trump est confirmée. Et ce message de félicitations, wow, est tout de suite est accompagné d'une mise en garde en disant, voilà, les employés de l'administration, les membres de l'administration Obama vont sûrement essayer de effacer des documents avant de quitter la Maison-Blanche. On voulait vous prévenir. Ces échanges-là, avant de voir le prochain Thomas, ces échanges-là, en tout cas ces messages envoyés par Wikileaks au compte de Don Junior, se sont poursuivis jusqu'en janvier 2017. C'est-à-dire une fois que Donald Trump est allé à la Maison-Blanche, avec des tentatives de dire, voilà, on sait que le New York Times a certaines informations, on préférerait les sortir nous. Donc un partage volontaire d'informations de Wikileaks à la campagne Trump. Avec le recul, tout cela est complètement fou. Tout cela est complètement fou, mais ce n'est rien, et là je vais faire durer l'art du suspense et du teasing, ce n'est rien par rapport à cet autre échange dont on va parler dans quelques secondes. À tout de suite. Voilà, heureux de voir que ça vous passionne. Thomas m'a mis en avant quelques messages et effectivement, comme nous l'écrivait Daisy Rosan, ce sont des infos entendues nulle part ailleurs. Non, c'est vraiment le principe à la chute, c'est de vous donner des informations que vous n'irez pas lire et entendre ailleurs et surtout pas sur les plateaux francophones. Ça, c'est clair. Donc merci de ton super chat, merci également Aline qui nous dit qu'il y a plein d'informations ce soir et c'est pour nous aider avec la fameuse guirlande. Merci beaucoup, merci également à Nathalie. Mais attention Nathalie, c'est pas fini. C'est pas fini. Il y a la dernière partie sur ce sujet Assange. On va en parler tout de suite. C'est bon, on a remercié tout le monde. Donc merci à toutes et à tous de votre soutien. Donc, depuis le 20 septembre 2016, il y a cette relation secrète entre Wikileaks de Julian Assange et la campagne de Trump, avec le sommet de la campagne de Trump, Don Junior, et avec des effets directs des informations partagées par Wikileaks. On a vu Donald Trump lui-même
publiant 15 minutes après une information communiquée par DM à son fils, publiant un tweet qui va dans ce sens-là. Une relation qui a continué au moins jusqu'en janvier 2017. Une relation qui a énormément tourné autour de la publication d'emails obtenus par des hackers du gouvernement de Vladimir Poutine. Et puis, il y a cet autre message qu'on va voir, qui date de la soirée électorale de novembre 2016, au moment où les sondages placent encore Hillary Clinton. Et donc, il y a ce message, ce DM envoyé du compte officiel de Wikileaks à Don Jr. pour lui conseiller sur la meilleure manière d'agir face à cette soirée électorale. On va le voir, on va le lire, rien que de le lire, maintenant avec près de 20 ans, non, près de 10 ans, excusez-moi, près de 10 ans de retard, en sachant tout ce qui s'est passé, en pensant à 2020, en pensant à cette année 2024 et ce qui va se passer dans quelques mois au moment de l'élection et le rejet du résultat des urnes, sauf en cas de victoire de Donald Trump. S'il perd dans les urnes, il va rejeter ce résultat-là. Le message envoyé par Wikileaks en 2016, il fait frémir. On le regarde tout de suite. Donc, salut Don, si ton père perd, donc si Donald Trump perd, nous pensons, we think, que c'est plus intéressant s'il refuse de concéder sa défaite et qu'il passe son temps à challenger, à remettre en question ces résultats au niveau des médias et d'expliquer comment l'élection a été truquée. C'est la meilleure manière de garder sa base électorale vivante et avec énergie dans le cadre d'une prochaine élection. C'est un message extrêmement important. Je ne dis pas, parce qu'on sait, c'est établi, que à chaque fois qu'il y a eu un scrutin électoral perdu par Donald Trump, il a systématiquement refusé sa défaite. Mais, lors de la soirée électorale de 2016, alors qu'on pensait que Donald Trump allait perdre, Wikileaks a écrit à Donald Trump en lui conseillant de ne pas concéder sa défaite, ce qu'il fera en 2020, et de continuer à remettre en question les médias et les résultats de l'élection en expliquant que c'était une élection truquée, rig, et que ce qui lui permettrait de garder sa base électorale en vie et disposé à le soutenir de manière énergétique. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Ce message de Wikileaks, c'est exactement ce qu'a fait Trump en 2024 et c'est ce qu'il aurait fait en 2016 si cette élection extrêmement serrée aurait basculé du côté de Donald Trump. Alors on peut s'interroger sur les motivations de Wikileaks qui peut-être a trouvé en Donald Trump un allié de circonstances face à cette attaque de ce que Wikileaks dénonce, cette société corrompue. Peut-être que Donald Trump était l'idiot utile de Wikileaks. Peut-être qu'il y a autre chose. Je vous rappelle que Wikileaks a publié ces emails piratés par le gouvernement
russe. Mais quoi qu'il en soit, quand ces 2 derniers jours, j'ai vu monter au créneau des Marjorie Taylor Greene et autres membres MAGA, je me suis dit, il faut absolument que je vous raconte cette histoire. Il faut absolument que je vous raconte cette histoire, comment, en 2016, Wikileaks de Julian Assange a collaboré, a aidé la campagne de Donald Trump et lui a suggéré de faire exactement ce qu'il a fait en 2020 lorsqu'il a perdu, de refuser d'admettre sa défaite et de contester les résultats d'une élection dite truquée. Maintenant, c'est à vous d'en tirer vos propres conclusions, d'en faire ce que vous voulez, mais c'est un document que je voulais absolument partager avec vous, auditeurs de la chute, parce que ça vous permet peut-être de voir l'actualité autour de la libération de Julian Assange sous un œil complètement différent.